Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain. Toujours un réel plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconversion des sportifs de haut niveau. Après des carrières brillantes, après des victoires, des médailles, que reste-t-il? Quelles sont les perspectives, quelles sont les possibilités de reconversion des sportifs de haut niveau? Pour en parler, nous avons avec nous un professeur chercheur universitaire, Sinabil Takhelouist. Sinabil, bonjour. Bonjour, c'est Hassan. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de partager, d'être aujourd'hui avec vous. Merci à vous, Ossed Nabil. Merci d'avoir accepté l'invitation du Comité national olympique marocain. Alors vous, vous êtes le professeur-chercheur universitaire. Nous avons aussi un autre invité qui est plus l'homme du terrain. Nous avons un directeur général d'un centre de formation pour sportifs de haut niveau en alternance, Monsieur Laurent Mabil. Laurent, bonjour. Bonjour Hassan, merci pour l'invitation. C'est une joie immense de pouvoir partager avec le professeur et le comité olympique marocain. Merci d'avoir accepté l'invitation du Comité national olympique marocain, messieurs. Alors moi, j'ai juste une question, je dirais rapide. Professeur Nabil, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a décidé à faire une thèse des recherches sur la reconversion des sportifs essentiellement au Maroc? Professeur. D'accord. Donc, sincèrement, la problématique ou la thèse sur la reconversion, c'est un problème social très important que les athlètes, normalement, donc la plupart, l'immense majorité, donc, vont rencontrer la fin de leur carrière un jour. Donc, ce qui fait, j'ai réfléchi, pourquoi pas, c'est-à-dire donner des recherches et mener des recherches pour pouvoir aider ces sportifs-là, bien sûr marocains et autres, pour pouvoir se préparer à la reconversion, à l'après-carrière en général. Donc, ce qui fait c'est-à-dire j'étais un ancien sportif de haut niveau en athlétisme, en gymnastique, et bien sûr, je connais très bien, c'est-à-dire la spécificité de la carrière sportive, et bien sûr, il y a un ensemble de sacrifices, etc. Donc, c'est sincèrement, il y a un grand intérêt à ce que, c'est-à-dire aider ces sportifs à briller également après la carrière. Sincèrement, c'est-à-dire la recherche était basée sur une approche sociologique, c'est-à-dire des recherches en sciences sociales du sport, mais basées sur l'aspect sociologique. Bien sûr, pour voir les facteurs sociaux qui freinent ou qui rendent la reconversion plus difficile. Comme vous savez, la reconversion reste une étape difficile normalement pour de nombreux sportifs. Et bien sûr, le moment de l'arrêt reste aléatoire, c'est-à-dire n'est pas bien préparé avec des stratégies, etc. Donc, et cela, ça dépend d'un ensemble de facteurs, bien sûr, psychologiques, sociaux, institutionnels, bien sûr des choix personnels parfois, parce qu'on parle de reconversion volontaire et involontaire. Et bien sûr, il y a d'autres événements qui échappent parfois aux sportifs. Donc, toujours, on parle le sportif doit poursuivre ses études pour pouvoir, c'est-à-dire exceller à la fin de la carrière. Mais la nature, c'est-à-dire des ressources dont dispose le sportif en général, il y a sincèrement un manque de ressources, bien sûr, en fonction des dispositions du système de croyance et bien sûr de domaine de pratique, parce que ça dépend du type de sport. C'est-à-dire un footballeur n'est pas un athlète, n'est pas un gymnaste, n'est pas un nageur, etc. Donc, sincèrement, le type de sport, la nature de la discipline également, ça compte dans ce parcours de reconversion. On va y revenir en détail, professeur, si vous me permettez. On va y revenir en détail. Je voudrais juste me retourner vers Laurent Mabil pour lui demander également quelles étaient un peu ses motivations pour créer un centre de formation en alternance pour les sportifs de haut niveau en France. Laurent, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot, s'il vous plaît? Oui Hassan, effectivement, donc je vais reprendre certains éléments qui ont été évoqués par Nabil, le professeur Nabil. Effectivement, dans certains sports, il y a beaucoup de sportifs qui ne sont pas professionnels, ou du moins les fédérations en France ne permettent pas de vivre. Donc, de passer en fait par le biais de la formation, de prévoir dès son plus jeune âge la reconversion professionnelle, ça peut éviter de se retrouver dans des situations compliquées financièrement
Et dans la plupart des sports, hors les sports très médiatisés, ils ont besoin de travailler à côté. Et pour pouvoir adapter les entraînements aux contraintes en fait, des études, on a décidé en fait, de se pencher sur la problématique et de proposer des solutions qui permettent d'adapter, de faire du sur-mesure pour les sportifs avec, bon, quand on passe par l'apprentissage, par des coûts qui sont vraiment très faibles et aucun coût pour le sportif, mais qui est financé par l'État en France. Et combien vous recevez, par exemple, de sportifs par an qui viennent vous dire: «Bon, moi, je suis à la fin de ma carrière sportive et je voudrais préparer l'après», et qui suivent des formations chez vous? Alors on en a à peu près sur tout le territoire français, on en a une cinquantaine, sans compter, tous les autres qu'on accompagne, hein, mais on en a une cinquantaine, qui, ont soit une carrière internationale parce qu'il y en a qui sont binationaux, donc qui, font leur carrière dans leur pays, dans le deuxième pays d'origine et qui font leurs études en France ou du moins qui ont essayé de faire leur carrière en France. Mais quand arrive la fin, de leur parcours, sportif, bah, la question se pose. Je ne suis pas assez diplômé. Mon statut de sportif de haut niveau, bah, quand j'étais en pleine carrière, bah, c'était très bien, mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour pouvoir, travailler. Aujourd'hui, les sportifs de haut niveau n'ont pas de passe-droit, et ne peuvent pas se permettre en fait, d'acquérir un certain niveau de de profession ou un certain niveau social. Ce qu'ils avaient auparavant, bah, on a tendance à l'oublier au fur et à mesure de l'avancement dans le temps. Je voudrais revenir avec le professeur Nabil. Professeur, votre étude, votre thèse sur la reconversion des sportifs concernait essentiellement des sportifs au Maroc. Est-ce que vous avez remarqué une tendance? Est-ce que tous les sports sont concernés? Est-ce qu'il y a des solutions de reconversion? Est-ce qu'il y a des perspectives? Bien sûr, la recherche et les études ont choisi comme échantillonnage, c'est-à-dire les sportifs de haut niveau marocains, c'est-à-dire dans le territoire marocain, des anciens sportifs olympiens, des anciens sportifs du monde dans différentes disciplines, que ce soit le foot, c'est-à-dire collectif ou l'individuel, natation, gymnastique, rugby, donc différentes disciplines, professionnelles, non professionnelles, amateurs, etc. Olympiques ou non, donc ce qui fait pour pouvoir collecter un ensemble de données sur l'ensemble de différentes disciplines sportives marocaines. Bien sûr, les sportifs, sincèrement, j'ai trouvé qu'il y a un ensemble d'insuffisances concernant les compétences ou bien les propriétés, c'est-à-dire possédées par ces sportifs. La première des choses, c'est le problème de sport-études. C'est-à-dire les sportifs de haut niveau marocain, rares, c'est-à-dire les sportifs qui continuent leurs études universitaires. Donc, si je donne un exemple, c'est-à-dire les sportifs, les footballeurs marocains, l'immense majorité s'arrête dans un niveau collégial, c'est-à-dire au collège, quelques-uns au lycée, mais ça pose un grand problème pour l'après-carrière et la retraite. C'est-à-dire n'ont pas un capital culturel qui peuvent, c'est-à-dire l'investir dans d'autres domaines sociaux, autres que le sport. C'est-à-dire, autrement dit, les anciens sportifs marocains de haut niveau se trouvent dans leur terrain, ou leur espace d'origine sportif. C'est-à-dire, un footballeur va sincèrement et carrément s'intégrer rapidement le foot. S'il change l'espace social, un autre espace social, un autre sport, et il trouve des difficultés. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est un manque également d'investissement, de financement, c'est-à-dire comment, c'est-à-dire exploiter le capital économique. Parce qu'on sait très bien, un ancien sportif, il a des revenus, il a des primes, il a assez d'argent, mais il doit être accompagné, c'est-à-dire d'être avec des conseils, des recommandations pour pouvoir, c'est-à-dire gagner également et réussir leur c'est-à-dire carrière dans des projets économiques, des projets commerciaux, etc. Entre parenthèses, on peut dire, c'est-à-dire ce changement vers un chef d'entreprise. C'est-à-dire, il faut l'aider en donnant des formations, c'est-à-dire des projets d'accompagnement pour pouvoir, c'est-à-dire exploiter ce capital économique. Ça, pour la deuxième. La troisième, c'est-à-dire la troisième des choses, c'est le fait qu'il y a un manque au niveau
c'est-à-dire le travail sur soi. Hein. Un ancien sportif c'est-à-dire, il développe c'est-à-dire compétences personnelles, sa manière de parler, il élargit son réseau relationnel, social, etc. Ça, il l'aide, c'est-à-dire à s'intégrer rapidement dans l'espace, dans l'insertion professionnelle en général. Donc, les trois volets, c'est-à-dire le capital culturel, c'est-à-dire avoir des titres scolaires, des diplômes, ça aide. Ainsi, avoir, c'est-à-dire des projets en parallèle pour pouvoir, c'est-à-dire mener à bien leur vie saine après la carrière, et également, c'est-à-dire exploiter le réseau social, le réseau relationnel de sportifs pour pouvoir, c'est-à-dire avoir plus de chances dans l'espace d'emploi, dans le marché d'emploi après la fin de la carrière. Donc, Justement, professeur Nabil, juste 2 petites secondes. Est-ce qu'il y a un accompagnement organisé de ces sportifs de haut niveau, que ce soit privé ou public? Est-ce que vous avez rencontré des organismes qui accompagnent les au sportifs de haut Maroc, niveau? bien sûr, il y a l'association ou bien la fondation Mohamed VI des champions marocains. Il Mhm. œuvre sur ce volet, à la dimension de la reconversion. Il travaille sur ce point-là. Donc, il essaie toujours d'élargir, bien sûr, les bénéficiaires, c'est-à-dire les anciens, pour adhérer et intégrer la fondation. Et bien sûr, elle essaie toujours de donner plus de programmes pour, c'est-à-dire l'aider à l'insertion professionnelle, des programmes, bien sûr, d'aide financière, etc. Donc, ça, au niveau de la fondation. Mais bien sûr, avec les recherches, j'ai trouvé que le comité, bien sûr, le comité olympique a déjà travaillé en 2011 sur un programme, un projet de reconversion avec des acteurs privés en France et ailleurs pour pouvoir aider les sportifs marocains. Et d'ailleurs, mais j'ai trouvé c'est-à-dire les sportifs trouvent un peu de difficulté à choisir, c'est-à-dire leur métier après la carrière. Bien sûr, un ancien ne veut pas, c'est-à-dire n'accepte pas le changement de statut des champions. C'est-à-dire il ne Mhm. va pas accepter de travailler, bien sûr, dans des métiers comme chômeur, comme chauffeur, pardon, ou bien, c'est-à-dire des métiers, etc. Donc, il essaie toujours de trouver des métiers, des professions plus valorisantes, parce que, sincèrement, le sportif de haut niveau, c'est une école. Il a monté les podiums de l'hymne national. Il est une référence. Il a un statut. Il a bien sûr un capital symbolique au sein de sa société, communauté marocaine. Si on parle, sans citer les grands noms en athlétisme, il y a plusieurs champions marocains. Bien sûr, il y a qui ont pu réussir leur reconversion, mais il y a assez de sportifs qui trouvent sincèrement plusieurs problèmes socio-économiques dans leur, c'est-à-dire retraite sportive. Alors, Et, professeur Nabil, juste, vous avez parlé aussi que beaucoup de sportifs de haut niveau n'ont pas un niveau d'instruction au niveau scolaire ou universitaire suffisant pour accéder peut-être à certains métiers. J'aimerais bien demander l'avis de Laurent en tant que directeur général qui accueille ces sportifs. Est-ce que vous rencontrez, Laurent, également, je dirais, ce phénomène de formation de base, je dirais, scolaire, universitaire chez certains sportifs de haut niveau? Alors oui, principalement dans certaines catégories, notamment le football, où la formation scolaire n'est pas prioritaire par rapport au niveau. Parce qu'aujourd'hui, un jeune homme, on pourra parler des jeunes femmes aussi, mais là, je vais prendre l'exemple d'un jeune homme de 18 ans qui va signer un contrat avec le PSG. Je pense que rien que sur une année, il peut faire vivre sa famille sur plusieurs décennies. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour d'autres sportifs, même s'ils ont fait les Jeux Olympiques. Je prends l'exemple de Steven Dacosta qui ramène une médaille d'or en karaté pour la France aux Jeux de Tokyo en 2021. N'a pas la même rémunération, parce qu'il y a un écart de rémunération entre les sports en France qui peut être très impressionnante. C'est une dimension qu'on a du mal à envisager quand je vois que, par exemple, en Ligue 1, les salaires les plus bas sont aux alentours de 25 000 euros. Aujourd'hui, un karatéka, si je prends mon sport d'origine, bah, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un sport professionnel.
Donc, Mmh. Donc il y a une Laurent, ce que vous dites, Laurent, si vous me permettez, ce que vous dites, c'est qu'il y a des sports où la rémunération est très importante et fortement importante. Donc la personne peut, je dirais, vivre avec, faire vivre sa famille, peut construire des choses derrière. Il y a 90, si je puis dire, au niveau même mondial, qui sont des sports entre guillemets amateurs, même si le sportif s'entraîne comme un professionnel 4 heures par jour, parce qu'ils ne sont pas rémunératrices ou ne sont pas rémunérateurs. Donc ça fausse la donne et ça crée beaucoup plus de problèmes pour ces sportifs qui viennent de ces sports-là. C'est ce que vous voulez dire. totalement. Et donc, du coup, il existe des moyens, et nous travaillons dessus, pour pouvoir permettre en fait à ces sportifs de haut niveau de pouvoir en fait travailler au sein de leur structure, de pouvoir s'entraîner, d'adapter les entraînements et de pouvoir toucher un salaire. Parce que c'est D'accord. déjà Alors, Laurent, concrètement, vous êtes directeur général d'un centre, je dirais, de reconversion de sportifs de haut niveau. Est-ce que vous recevez des sportifs qui sont toujours en carrière sportive, qui suivent toujours leur carrière sportive, ou bien ce sont des sportifs qui viennent chez vous qui ont fini leur carrière sportive? alors, 2 cas de figure. Effectivement, il y en a qui ont fini et qui viennent, pour, se former, pour accéder à certains postes, au sein de leur fédération, au sein de différentes entreprises. Mais on a aussi le cas des blessures, des personnes qui ont 20 ans, qui se sont fait les ligaments croisés ou des blessures beaucoup plus graves, qui ont dû stopper leur carrière assez rapidement et qui Mmh. essayent de se reconvertir, donc ils ont besoin de se former aussi. Aujourd'hui, D'accord. c'est, Est-ce qu'il y a des sportifs qui viennent et qui sont toujours, je dirais, dans leur parcours sportif de haut niveau et qui font ce double projet, se former en même temps que leur carrière sportive? Est-ce qu'il y en alors oui, a? alors je dirais que c'est même pas un double projet, je dirais que c'est même un triple projet. Donc je vais m'expliquer la différence avec le Mmh. triple projet. Quand ils passent par l'apprentissage, ils sont sportifs de haut niveau, donc ils ont leur sport. Ils sont salariés de leur entreprise, donc ils doivent travailler pour l'entreprise, plus ils doivent travailler sur leurs cours et leur parcours de formation. Mmh. Au-delà de ça, si je reviens sur un élément pardon, qui est, sur la reconversion, j'ai, moi, à peu près 90 des personnes qui viennent qui sont sportifs et qui sont, toujours actifs. D'accord. La proportion, c'est 90 Mmh. aujourd'hui, dans mon public. Alors justement sur ce point, Laurent, j'aimerais bien, demander l'avis du professeur Nabil qui a fait des études sur je dirais le parc marocain. Professeur Nabil, est-ce que les sportifs marocains, quand ils démarrent leur carrière sportive, est-ce qu'ils ont ce double, triple projet? Bien sûr, concernant, c'est-à-dire la carrière sportive marocaine, ça dépend du sport, bien sûr. Elle a déjà signalé, Laurent, c'est la même chose au Maroc. C'est-à-dire la nature, le type de sport, il trime, c'est-à-dire si par exemple, le cas marocain, si un footballeur, il a assez d'argent, parce qu'on sait très bien, le foot, il est reconnu par l'État comme sport professionnel. Donc, il est Mmh. ouvert sur l'espace économique, il y a de l'argent, etc. Donc, le sportif, il est très, c'est-à-dire préparé par la suite. Parce qu'il peut, c'est-à-dire générer assez d'argent, etc. et faire des projets économiques. Mais par contre, dans d'autres sports comme, c'est-à-dire la gymnastique, les sports de combat, bien sûr, la même chose, en taekwondo, karaté, Mmh. judo, etc., ça pose un grand problème. Parce que le sport n'est pas professionnel, ça d'une part. D'une autre part, le sport n'est pas, Mmh. c'est-à-dire assez de partenaires et de collaboration et des sponsors avec le secteur privé, donc il n'y a pas de l'argent à s'investir. Donc le sportif est là de manque, hein, c'est-à-dire exploiter ses compétences dans d'autres projets autres que le sport. Donc ça dépend du sport, bien sûr. Ça d'une part. D'autre part, ça dépend également du palmarès sportif. Ce que j'ai trouvé dans le cas marocain, un sportif qui a un grand palmarès, c'est-à-dire un ancien champion olympique ou bien un ancien champion du monde, elle a plusieurs de chances à s'intégrer, c'est-à-dire à trouver des opportunités d'emploi. Elle a un réseau, les gens le connaissent, la société, c'est-à-dire c'est-à-dire
toujours facile à réussir son Mmh. après-carrière. Mais bien sûr, quelqu'un qui a sa palmarès faible ou de moyenne valeur trouve également des difficultés après la carrière pour s'intégrer dans le marché d'emploi. Donc, Alors, professeur Nabil, ouais, je voudrais vous poser une question très, je dirais, concrète. Imaginons un jeune de 16 ans qui est champion du Maroc, champion d'Afrique en karaté, en judo, en taekwondo, en boxe, et qui veut faire carrière dans son sport. Donc la carrière, on sait très bien, a une durée de vie moyenne de 10 ans. Donc à 26 ans, voire 30 ans, sa carrière sportive s'arrête. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Est-ce que vous lui dites continue ton sport, mais en même temps ne lâche pas tes études et ta formation? Ou bien tu peux lui dire fais ton sport, c'est aussi une école, et à la fin de ta carrière, tu peux revenir et faire des formations pour je dirais, te réorienter dans un autre domaine professionnel. Qu'est-ce que vous lui conseillez concrètement, professeur? en termes de conseils et de recommandations, bien sûr, c'est un judoka ou un sportif dans des sports individuels moins médiatisés, qui ne sont pas professionnels, etc. Donc, normalement, doit être armé par un ensemble de ressources, de propriétés, compétences. C'est-à-dire, il doit continuer ses études, avoir le double projet sport-études. Également, pourquoi pas, s'il y a c'est-à-dire, la possibilité de suivre des formations dans d'autres métiers en parallèle, parce qu'on sait très bien, la charge d'entraînement, ça diffère d'un sport à un autre. Parce qu'on peut, c'est-à-dire, dans un sport collectif, en rand, en volley, etc., on peut participer à des entraînements, participer à des compétitions, mais mener une autre carrière en parallèle dans un métier, faire des heures, etc., supplémentaires, bien sûr. Mais dans d'autres sports où la charge d'entraînement est très élevée et la présence elle est obligatoire avec matin et soir en athlétisme ou d'autres sports, ça pose un petit problème. Donc, ce qui est intéressant pour un jeune sportif en cours de sa carrière doit, c'est-à-dire poser ces trois dimensions. Développer le capital culturel, c'est-à-dire la scolarité et continuer ses études, développer également ses revenus, voir comment gérer, comment c'est-à-dire financer, etc. Et également élargir son réseau social, bien sûr. Et avoir toujours c'est-à-dire des contacts, des relations dans le sport et ailleurs pour pouvoir, c'est-à-dire réussir sa reconversion. Alors, Bien sûr, professeur Nabil, j'ai juste une question et je vous laisse développer. Quand vous dites il doit, dès le début de sa carrière, compléter son parcours culturel et scolaire, est-ce que dans vos études, vous avez constaté qu'il y a au Maroc la possibilité de faire du sport et des études en même temps, ce qu'on appelle sport-études? Est-ce que vous avez constaté qu'il y a ce qu'on appelle l'aménagement du temps scolaire? Est-ce que les parents aussi soutiennent je dirais, leurs enfants pour mener une double carrière sportive de haut niveau et scolaire universitaire? très bonne question, c'est Hassan. Bien sûr, au Maroc, Merci. à mon sens, il y a deux phases dans la chronologie historique. La phase des années 70, 80, 90, où la montée, c'est-à-dire l'ère de l'exploit des grands résultats en athlétisme, en foot, etc. Ici, on a vécu un peu, c'est-à-dire une carence en matière de sport-études, le double projet, etc. Maintenant, la deuxième phase, elle est, c'est-à-dire très motivante, bien sûr. Pourquoi? Parce que il y a la création d'un ensemble d'instituts de sciences du sport dans plusieurs villes marocaines, à Fès, à Stade, à Kenitra, à Maroc, l'IRFC, etc. Toujours l'IRFC parce que c'est l'ancien institut dédié aux sportifs de haut niveau. Bien sûr, maintenant, je dis bien, les ingrédients sont là. Donc, les choses sont là pour pouvoir, c'est-à-dire encourager, bien sûr. Et j'ajoute les exploits, les résultats de Qatar, mondial de Qatar par l'équipe nationale. Donc, tout ça a motivé la société marocaine, les Marocains, la famille marocaine à encourager leurs enfants à, c'est-à-dire choisir la carrière sportive et bien sûr continuer c'est-à-dire réussir la carrière sportive et bien sûr réussir la scolarité. Donc cette phase-là, elle est décisive, elle est très motivante pour les jeunes, pour
pour continuer à exceller dans la carrière sportive, mais également continuer leurs études. Bien sûr, le ministère c'est-à-dire d'éducation nationale a déjà, c'est-à-dire implanté, élaboré un ensemble de projets sport-études dans plusieurs villes marocaines, c'est-à-dire dans des lycées dédiés, des lycées sportifs. Hein, et donc tout ça encourage, donne une promotion à, c'est-à-dire le développement du sport de haut niveau marocain, bien sûr. Donc, ce qui fait, il faut normalement l'accompagner par des institutions, par des organisations, par le comité, bien sûr, par le ministère, par d'autres acteurs privés, bien sûr, avec des partenaires, etc., pour booster ce changement. Moi, je le trouve c'est-à-dire c'est un fait social dominant au Maroc, c'est-à-dire d'ailleurs on a une image sportive très c'est-à-dire attrayante. Donc, il faut l'exploiter avec un accompagnement, coordination de plusieurs acteurs à la fois pour pouvoir, c'est-à-dire développer davantage le sport marocain. C'est là, on organise le mondial, il y a toujours c'est-à-dire l'élaboration d'infrastructures sportives colossales, très importantes, des grands stades dans plusieurs villes, etc. L'aménagement, bien sûr. Vous avez parlé d'aménagement d'horaire, c'est très important. C'est-à-dire, dans ces institutions du Est-ce sens que, professeur normalement, Nabil, ouais. Professeur Nabil, concrètement, est-ce que dans vos recherches, vous avez constaté qu'il y a des établissements, par exemple collèges, lycées ou universités, qui proposent l'aménagement du temps scolaire pour des sportifs de haut niveau? Est-ce que ça existe? Oui, et là, il existait déjà dans des années, il y a les lycées sportifs, des heures de sport sont plus élevées par rapport aux d'autres matières, et effectivement, il y a des aménagements concernant les examens, etc. Aujourd'hui, dans ces institutions du sport, à l'IRFC par exemple, toujours le sportif de haut niveau, il donne des justifs, bien sûr, de ses préparations, de participation à des compétitions, et on peut, c'est-à-dire tolérer de reporter par exemple un examen ou un contrôle continu. Bien sûr, on peut, c'est-à-dire voir élargir, c'est-à-dire donner d'autres matières, etc. Donc, il y a certains aménagements, c'est-à-dire d'heures scolaires dédiés pour les sportifs de haut niveau, bien sûr. Alors, Laurent, je voudrais revenir sur les parcours que vous proposez aux sportifs qui viennent dans votre centre. Quels sont les parcours et quels sont les niveaux que vous proposez? Alors, je vais traiter les points par point. Donc, le parcours, généralement, soit il y a plusieurs portes d'entrée. Soit il vient nous voir parce il nous connaît directement, ou son club vient directement nous contacter pour faire une formation. Donc, on va du niveau bac au niveau bac plus 5, tout en D'accord. alternance. Donc là, j'ai entendu parler tout à l'heure le professeur sur le sport-études. Nous, nous ne sommes pas une institution de l'État, nous sommes un organisme privé qui travaille sur des faits sociaux et sur l'insertion des sportifs. Donc nous, on vient rapporter une autre dimension. C'est le jeune, l'entreprise et, comment dire, La nous. carrière sportive. Exactement. En fait, c'est 3 protagonistes, 3 parties prenantes qui interviennent parce qu'on souhaite qu'à la fin de sa formation, il puisse développer des compétences professionnelles. Au-delà du côté des compétences sportives qu'il va développer sur le terrain, il faut qu'il puisse avoir les autres compétences à côté. Parce que nous, ce n'est pas un système universitaire, nous sommes plutôt dans un système professionnalisant. Vous voyez? Donc D'accord. ça, c'est première possibilité. Donc le jeune vient, il rentre directement en formation. Deuxième possibilité, c'est le sportif qui se pose des questions. Voilà, Oui. sa carrière avance dans le temps, il ne sait pas sur quelle direction aller. Donc on va lui proposer de faire un bilan de compétences. C'est quoi le bilan de compétences? Bah, c'est un processus qui va durer à peu près 24 heures où il va être accompagné par un professionnel qui va le questionner sur sa motivation profonde, et de là va pouvoir trouver des pistes, des axes. On va lui faire passer aussi des tests pour pouvoir déterminer dans quelle direction il devrait se diriger. Et on va le faire aussi travailler du coup sur la phase de recherche. On va le faire travailler aussi sur
euh, ses valeurs, les valeurs qu'il a, et voir si elles correspondent avec l'idée initiale qu'il avait au départ. Donc ça, c'est Donc, première. c'est-à-dire, vous vérifiez son projet de formation en quelque sorte. Totalement. S'il a un besoin de formation, parce que parfois il a développé D'accord. des compétences, mais il a déjà des compétences. Mais du coup, on va faire en sorte de lui faire comprendre qu'il a déjà des compétences et qu'il peut mobiliser ses compétences. Si ce n'est pas le cas, on peut passer aussi par le biais de la VAE. La VAE, c'est la validation d'acquis d'expérience. C'est-à-dire qu'il n'a pas le diplôme, mais il a eu des fonctions dans un club, dans une société, dans une entreprise. Et du coup, on va aller valoriser cet ensemble de compétences à travers ce qu'on appelle un dossier professionnel qu'il va devoir défendre devant un jury. Donc, voilà, pour acquérir le diplôme qui lui permet peut-être de travailler pour l'État, d'aller sur une fonction supplémentaire. Et troisième possibilité, c'est, on revient à ce qui fait 90% de nos publics aujourd'hui, l'apprentissage. Donc, il y a des possibilités aujourd'hui en France de se former par le biais de l'apprentissage jusqu'à 29 ans révolus. Donc, au-delà de ça, il existe aussi des exceptions pour les personnes en situation de handicap, parce qu'on n'en parle pas, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Des sportifs de haut niveau qui, post-carrière, ont des blessures, etc. Donc, eux peuvent aussi se former. Donc, on est sur le valide et les personnes en situation de handicap. Donc, nous, on accueille tout le monde. On accueille aussi des publics féminins, masculins, pour pouvoir se former pendant et après la carrière. Donc, voilà. Et Laurent, quel est le taux, si vous en avez, d'une réelle insertion professionnelle, c'est-à-dire ceux qui passent par votre centre de formation, qui viennent et qui se forment du bac à bac plus 5, est-ce qu'ils trouvent du travail après cette formation? On est quasiment proche des 100%. D'accord. On est quasiment proche des 100%, parce qu'après, ils continuent à se former sur des formations fédérales, s'ils veulent rester dans le domaine du sport, parce que voilà, ils vont chercher vraiment ces compétences, mais parfois ça peut être, voilà, ils reviennent 2 ou 3 ans après pour aller chercher d'autres compétences supplémentaires. D'accord. Laurent, vous avez parlé des fédérations. J'aimerais bien poser la question au professeur Nabil. Professeur, est-ce que vous avez constaté lors de vos études d'un quelconque accompagnement des fédérations royales marocaines, des sportifs de haut niveau sur le plan social, psychologique et sur le plan de la reconversion? Concernant ce point, c'est-à-dire d'accompagnement, de suivi des sportifs Par les fédérations, par leur propre fédération. effectivement, de la part de la fédération, il y a sincèrement un manque, une insuffisance. Pourquoi? Parce que les programmes proposés par la fédération, ils touchent beaucoup plus tout ce qui est en rapport avec l'arbitrage, tout ce qui est technique, c'est-à-dire en préparation physique, tout ce qui est lié à l'entraînement, c'est-à-dire des programmes d'arbitrage, etc., titrés par, c'est-à-dire valorisés par la Fédération internationale par des diplômes, etc. Mais ce qui est beaucoup plus, c'est-à-dire demandé, c'est le fait de s'intéresser à proposer d'autres programmes psychologiques, préparation mentale, programmes sociaux qui, c'est-à-dire favorisent, qui, c'est-à-dire encouragent le sportif à s'intégrer dans la communauté socialement, comment, c'est-à-dire se comporter avec sa famille après la carrière, avec ses collègues, comment, c'est-à-dire postuler dans un concours pour trouver c'est-à-dire un emploi. Toutes ces choses sont demandées, bien sûr, par les fédérations. Parce que la fédération, on ne peut pas, c'est-à-dire, former et, c'est-à-dire, produire des champions sans, c'est-à-dire, s'intéresser à leur après-carrière. Et ici, je donne quelques exemples. Par exemple, le cas français ou d'autres pays, on trouve toujours la catégorie reconversion dans les lois, bien sûr, les lois de l'État, les lois qui, c'est-à-dire, réglementent. Nous, au Maroc, pas encore, on ne trouve pas cette catégorie de reconversion dans les programmes, d'un autre côté, dans les lois institutionnelles, réglementaires qui gèrent, bien sûr. Donc, ce qui fait, il faut... Professeur Nabil, je vous interromps, et pourtant, il y a la loi 3009 qui parle de la reconversion. Il y a même aussi la Commission nationale des sports
du sport de haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur sur cette loi et sur cette commission nationale du sport de haut Très bien. niveau? Oui, la commission vient d'être, c'est-à-dire nommée, la commission nationale des sportifs de haut niveau, mais normalement, cette commission doit proposer un ensemble de stratégies, de programmes, etc. Jusqu'à Est-ce qu'elle le maintenant, fait? Est-ce qu'elle le Jusqu'à fait? maintenant, à ma connaissance, je trouve, c'est-à-dire, pas de programme ou de vision proposée par la commission, bien sûr, et pas seulement la vision, mais encore, il faut normalement lister, donner chaque année, actualiser une liste des sportifs de haut niveau en collaboration, bien sûr, avec les fédérations. La commission, jusqu'à maintenant, on ne trouve pas cette liste, hein, des sportifs de haut niveau officiels, annuels, bien sûr, et bien sûr, dans d'autres pays, dans d'autres cas, la Commission propose des aides, hein, des programmes d'aide aux sportifs, c'est-à-dire de financement, d'aménagement d'horaires d'emploi, de santé, de retraite, bien sûr. Ça, c'est très important, le fait de penser à la sécurité sociale des sportifs, parce que le sportif de haut niveau, il est penché dans un microcosme sportif. Il est centré sur l'entraînement. Il ne réfléchit pas son futur, son devenir social. C'est la responsabilité des institutions, des instances, des comités, c'est-à-dire des commissions, des fédérations, pour pouvoir, c'est-à-dire aider les sportifs à réussir après la carrière. Ça, c'est très important. Professeur, vous avez rencontré beaucoup de sportifs pour vos études, pour votre thèse. Alors, ces sportifs, est-ce qu'ils vous disent qu'ils sont, je dirais, heureux d'avoir fait une carrière sportive et que la suite se passe bien, ou est-ce qu'ils sont dans une précarité après leur carrière sportive? Je ne parle pas des sports, je dirais, où il y a beaucoup d'argent. Je parle pratiquement 90% des sports qui ne sont pas générateurs d'argent. Empiriquement, et pour que je sois très clair, hein, parce qu'il faut parler objectivement en tant que scientifique, en tant que chercheur, je dis bien, la plupart des sportifs, hormis le foot, hein, parce qu'on sait le foot, etc., il y a de l'argent, il y a des problèmes socio-économiques après. Donc, dans les interviews, dans les entretiens, les témoignages, les sportifs de haut niveau marocains, dans plusieurs types de sports, trouvent des difficultés à s'intégrer après leur carrière. Parfois, il y a des sportifs qui, c'est-à-dire poursuivent leurs études à l'étranger, etc. Il y a des sportifs qui, bien sûr, reviennent vers la famille pour pouvoir financer un projet. Quelques-uns reviennent vers l'espace d'origine sociale, par exemple, pour pouvoir... ils cherchent des aides entre pairs, entre collègues, entre familles, etc. Mais le soutien social, il est très important ici. Le sportif, s'il est bien entouré socialement et financièrement, il a des aides par d'autres, c'est-à-dire partenaires, il peut c'est-à-dire réussir sa retraite sportive. Au Maroc, bien sûr, il y a un grand problème. Pourquoi? Parce que même le secteur privé ne s'engage pas assez pour pouvoir prendre en main ces projets, ces stratégies de reconversion. Laurent, il a parlé du cas français. C'est un directeur d'une société de reconversion. C'est très important, le secteur privé. C'est un partenaire important pour pouvoir. Au Maroc, il faut que, je ne sais pas, donner ou signer des contrats de convention avec des sociétés pour pouvoir, c'est-à-dire travailler en coordination, collaboration avec les institutions pour pouvoir proposer à la carte, bien sûr, ça dépend du sportif, de ses compétences. Le bilan, Laurent a parlé du bilan de compétences, bien sûr, ça diffère d'un sportif à un autre, d'une discipline à une autre, bien sûr. Mais les statistiques, il faut avoir des statistiques, c'est-à-dire des enquêtes quantitatives par des organismes pour pouvoir, c'est-à-dire cibler où il y a le vrai manque dans des sports. Est-ce que dans les sports de combat ou dans le sport nautique ou bien dans le sport de, je ne sais pas, individuels et d'autres. Donc, il faut une petite recherche d'enquête de terrain quantitative et bien sûr, et d'avoir cette convergence en partenariat, en convention
par l'ensemble des acteurs, que ce soit en public ou en privé, pour pouvoir, c'est-à-dire développer le sportif de haut niveau marocain. Bien sûr, c'est l'image, bien sûr, pour encourager en parallèle les jeunes, les futurs sportifs, parce que on voit maintenant un transfert vers le foot, hein. Les jeunes, la famille marocaine mise sur le foot. Ils encouragent leurs enfants à accéder à des académies, des associations de foot, etc. Mais où sont les autres sports? On a assez d'histoire dans l'athlétisme, on a un grand palmarès dans d'autres sports, en boxe, en tennis et d'autres. Mais ce transfert vers seulement le foot peut poser un ensemble, c'est-à-dire parce que c'est quoi l'objectif? Le foot normalement doit, c'est-à-dire inspirer les autres fédérations, les autres, c'est-à-dire à enchaîner cet exploit, ce résultat footballistique marocain, d'accord? Son travail, c'est-à-dire général, colossal, comme ça, c'est-à-dire diversifié, je pense que il faut normalement donner beaucoup d'importance à d'autres sports et même financer en cas de budget, etc. Et sincèrement, le comité olympique, je vois sincèrement il s'intéresse à c'est-à-dire équilibrer, hein, certains pour équilibrer dans les différentes disciplines pour avoir c'est-à-dire les chances pour d'autres sports. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il faut commencer la préparation à la reconversion dès le début de la carrière du sportif pour ne pas être surpris à la fin de sa carrière et être dans la difficulté sociale et de la précarité? Bien sûr, Laurent? bien sûr. Oui. Alors, je te redonnerai la parole tout à l'heure, Nabil. Effectivement, pour répondre à ta question, je pense, parce qu'aujourd'hui, moi, quand les jeunes intègrent directement dans mon organisme, ils cotisent pour leur retraite, ils développent des droits au chômage, parce que quand on passe sur des sports qui ne sont pas médiatisés, comme je disais tout à l'heure, ben, ils sont sportifs de haut niveau, donc ils se font financer par les parents, par certains sponsors qui, quand il n'y a pas les résultats, peuvent les laisser tomber. Donc en l'occurrence, en passant par le biais de l'apprentissage, ben, en fait, ils n'ont plus ces questions à se poser. Aujourd'hui, un apprenti cotise pour sa retraite. S'il a 15 ans de carrière sportive et pendant 10 ans, il fait des études, s'il ne cotise pas, il va avoir un delta à la fin de sa carrière pour pouvoir bénéficier d'une retraite convenable comme tout le monde. Là, j'ai quelques chiffres à vous donner en France aujourd'hui. Donc, ça va répondre à certaines thématiques qu'a déjà évoqué Nabil tout à l'heure. 80% des sportifs de haut niveau traversent des phases de dépression suite à l'arrêt de leur carrière sportive. Donc ça, c'est quand même des chiffres alertants. On doit s'alarmer vraiment dessus. Laurent, ces chiffres, ils viennent de votre centre de formation ou sont des chiffres de Figaro Emploi. Donc, c'est des chiffres qui sont accessibles à tout le monde, hein. C'est le Figaro qui a mené une enquête et on s'est basé en fait sur ça pour pouvoir les extraire. Il y a 79,2% de taux d'insertion professionnelle des SHN dans les 2 années post-carrière. L'objectif, c'est de monter à 85%. Donc, il y a une volonté en fait de l'État français d'aller vers cet objectif-là. Après, les moyens, il y a une dissonance quand même entre les moyens et les objectifs. Les objectifs sont assez forts, mais là, je vois qu'il y a une diminution, une baisse en fait des aides de l'État pour le financement sur les sportifs. Mais du coup, le partenariat public-privé fonctionne. C'est-à-dire que le privé commence à compenser un peu les manques de l'État. On a 72% des sportifs reconvertis qui voient leur salaire augmenter après une reconversion. Donc, je parle hors sport médiatisé, hein, voilà. Donc ça, c'est important. Ça leur permet de stabiliser, de financer. Quand vous voyez quelqu'un qui fait champion du monde, champion d'Europe, champion olympique et qui gagne à peine le SMIC, donc le salaire minimum en France aujourd'hui, il y a des questions vraiment à se poser de comment les accompagner. Et dernier chiffre que je voulais évoquer avec vous, c'est 43% des sportifs souhaiteraient être mieux accompagnés sur leur reconversion professionnelle. Donc ça, c'est pas rien, c'est quasiment la moitié. Ce sont des chiffres qui concernent la France, sachant qu'il y a plusieurs organismes privés et publics qui accompagnent les sportifs de haut niveau en France. Exactement. Donc, on a énormément de travail à faire, nous, en France, sur ces points-là. Parce que quand je vois ces chiffres-là, ça m'alerte. Merci Laurent pour ces chiffres. Moi, je voudrais me retourner vers le professeur Nabil. Professeur,
ma question est très précise. Est-ce qu'il y a des organismes privés au public au Maroc qui accompagnent nos sportifs de haut niveau dans leur carrière et dans leur reconversion? Bien sûr, concernant les organismes ou c'est-à-dire les acteurs qui accompagnent, normalement, j'ai déjà signalé qu'il y a un manque, une insuffisance concernant cet accompagnement suivi par le secteur privé, parce que on voit, on peut trouver quelques sociétés, entreprises, mais concernant c'est-à-dire les acteurs institutionnels publics, il faut, c'est-à-dire s'intéresser beaucoup plus à cette problématique de reconversion des sportifs. Parce que toujours, on voit dans les réseaux sociaux des cas d'anciens sportifs qui choisissent d'immigrer, hein, à cause d'un manque de financement, un manque c'est-à-dire de poursuivre une vie saine, etc. Donc ça, c'est alarmant. Il y a c'est-à-dire une situation d'alerte qu'il faut normalement, comme j'ai déjà signalé, il y a la fondation Mohamed VI, qui est toujours la problématique de reconversion. Elle travaille c'est-à-dire à renouveler toujours et de proposer d'autres programmes. Et effectivement, le ministère, bien sûr, doit prendre le relais par des programmes de politique publique sportive. On parle de politique publique sportive dédiée à la reconversion, par des aides, par des programmes de réinsertion socio-professionnelle, avec par exemple signer des contrats avec l'ANAPEC et d'autres, c'est-à-dire accompagner ces sportifs. Parce que la majorité des sportifs marocains, les métiers qu'on peut trouver après la carrière, ils occupent des métiers comme entraîneur, c'est-à-dire ils restent dans l'espace, dans le champ sportif. Ils n'arrivent pas à partager leurs compétences ou de s'investir dans d'autres domaines sociaux autres que le sport. Ça, c'est problématique. Donc, pour pouvoir aider ces sportifs-là, parce que on veut voir, c'est-à-dire ces compétences athlétiques, physiques et stratégiques, hein, pour un sportif, peuvent, c'est-à-dire exceller dans d'autres domaines d'entrepreneuriat comme chef d'entreprise. Par exemple, dans le cas marocain, on trouve quelques footballeurs qui créent c'est-à-dire des petits cafés, des petits restaurants, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises. Mais cela avec l'aide des amis, de quelques partenaires. Mais normalement, il doit être, c'est-à-dire accompagné avec des programmes, une stratégie, une vision claire, à court et à moyen terme, pour pouvoir, c'est-à-dire booster ce changement vers l'exploit, vers la réussite, même dans la retraite sportive et la post-carrière. En tout cas, si je dois résumer, un sportif qui démarre doit impérativement, si j'ai bien compris, avoir ce double projet, à la fois sa carrière sportive et à la fois ses études, formation, ou du moins, selon le sport où il doit se préparer à cette reconversion. Ça se prépare. Et donc, deuxième chose, il est impératif qu'il soit accompagné par le privé, par le public, pour réussir à la fois sa carrière sportive et sa reconversion. Est-ce que vous, professeur qui avez fait des études, des recherches, vous, Laurent, qui est, je dirais, à la tête d'un centre de reconversion, est-ce que vous voyez d'autres solutions qui peuvent être adaptées à la situation marocaine, d'autres pistes de travail sur lesquelles on peut réfléchir? Alors oui, moi j'en ai tout de suite, c'est-à-dire que moi je peux accueillir des Marocains directement en reconversion ou en carrière à se former chez nous, à intégrer des structures françaises. Moi, je peux le mettre en relation avec des structures françaises, ici, dans son sport ou dans des partenaires sportifs ou autres. On peut travailler en fait sur un projet, et ça c'est assez simple à mettre en place à partir du moment où moi, le candidat marocain a son visa pour pouvoir travailler. Parce que nous, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Hmm. Donc ça, c'est possible de le faire. Ça, Donc là, c'est une proposition. Ça veut dire que votre centre, Laurent, mais il y a, j'imagine, d'autres centres qui peuvent accueillir des sportifs marocains pour se former chez eux. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, professeur, que vous avez mis en exergue lors de vos études? Pour les recommandations, les solutions, les conseils, bien sûr, normalement, pour un sportif de haut niveau marocain, je vois qu'il faut imposer, je pense,
hein, c'est important de l'encourager à, c'est-à-dire poursuivre d'autres, c'est-à-dire formations en parallèle, que ce soit de la part de leur fédération, de la part, hein, et même avoir c'est-à-dire pour pouvoir participer, pour pouvoir l'entraîneur, le directeur, la direction technique, c'est-à-dire les acteurs doivent imposer aux sportifs pour pouvoir, c'est-à-dire c'est nous, hein, qui vont vous aider à travers, c'est-à-dire des programmes. Et pour que le sportif peut, c'est-à-dire exceller la carrière sportive, doit impérativement faire, c'est-à-dire avoir des formations, de poursuite de formation, des certificats, etc. Comme ça, le sportif, c'est-à-dire dès la carrière sportive, il se prépare à sa reconversion. Et donc, je pense qu'il faut, c'est-à-dire la, démarrer cette réflexion. Merci, professeur. Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Je voudrais vous donner le mot de conclusion. Peut-être Laurent? Ah oui, alors, faut qu'un sportif soit bien sur son terrain sportif, il faut qu'il soit bien aussi dans sa tête. Et quelqu'un qui est occupé à étudier, quelqu'un qui est occupé à travailler, bah, ça lui permet en fait d'avoir un équilibre entre la tête, la formation et le corps. Donc, c'est toujours un équilibre. Il faut vraiment assurer l'équilibre pour le sportif pour qu'il soit bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans son sport. Exactement. Et bien dans sa société et bien dans son pays. Effectivement. Donc, je pense que le fait d'avoir un double projet pour le sportif, ça le rassure également. N'est-ce pas, Laurent? Oui, totalement. Ça le rassure parce que il y en a qui ont des carrières courtes, des blessures en fonction voilà, de leur âge. Ils viennent de commencer leur carrière, ils se blessent, ils ne peuvent plus continuer. Et il y a beaucoup de concurrence aussi entre sportifs. Hein. Ils veulent prétendre, certains qui sont dans le même sport, à aller sur les mêmes emplois. Donc, comment on se différencie de la concurrence? Bah, c'est par des compétences. Et Laurent, aujourd'hui, si vous avez devant vous un groupe de jeunes sportifs, tous sports confondus, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil concrètement? Bah déjà, comme conseil, je pense qu'il faut, dès à présent, dès le plus jeune âge, penser à la suite. Même si c'est difficile quand on a 18 ans de penser à la suite, mais il faut quand même anticiper. Et c'est le rôle aussi, ils doivent se référer auprès de leurs entraîneurs, auprès de leur fédération, auprès des personnes qui les entourent, parce que c'est leur rôle. On a tous un rôle, c'est déjà une génération future, c'est à nous de leur insuffler en fait cette envie et cette motivation pour aller développer leurs compétences tout au long de leur carrière et tout au long de leur vie professionnelle. Merci Laurent. Professeur Nabil, un mot de conclusion? Un mot de conclusion, pour ma part, je vois qu'il faut normalement, c'est-à-dire réfléchir à ce que le sport marocain doit, dans toutes les disciplines, réfléchir à la professionnalisation. Pas seulement le foot, donc toutes les disciplines sont appelées, invitées à, c'est-à-dire faire cette transition vers le professionnalisme. Pourquoi pas, pour ne pas voir la ligue professionnelle de hand, de volley, de basket, etc. Parce que le professionnalisme assure la reconversion des sports à travers des primes, etc. Ça d'une part. D'autre part, un travail de sensibilisation par la convention des partenariats avec tous les acteurs. Cette sensibilisation va cibler les entraîneurs, va cibler tous les, c'est-à-dire les acteurs du champ sportif marocain, à préparer les jeunes sportifs à leur post-carrière. Et donc, cette sensibilisation, en fait, avec des programmes de formation, je ne sais pas, donc il faut conscientiser à ce qu'un jeune, il n'est pas assez mûr pour pouvoir réfléchir sur. Donc, nous sommes dans l'obligation c'est-à-dire l'aider, d'accompagner, de suivre. Donc, pour faire ça, il doit être, c'est-à-dire, il doit avoir une sensibilisation de tous, c'est-à-dire les acteurs du champ sportif marocain. Et d'autre part, normalement, pourquoi pas, c'est-à-dire le sportif de haut niveau doit toujours développer, comme a dit Laurent, c'est-à-dire l'aspect personnel. Parce qu'il y a des sportifs individuellement, singulièrement motivés, c'est-à-dire toujours c'est-à-dire à étudier, à exceller, etc. Et d'autres non. Donc toujours il faut travailler sur soi, hein, le côté c'est-à-dire social, mais également le côté mental et psychologique, c'est très important. Merci beaucoup, messieurs. Je vous dis un grand merci pour votre présence, pour cet bel échange. Et j'espère
que vos conseils ont été entendus. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis lors de cette émission et je vous dis à très bientôt. Au revoir.